Bonjour à toutes et à tous. On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Pourquoi on ne peut pas simplement tout avoir? Ou comment un geste aussi banal qu'acheter son café le matin peut avoir des conséquences qu'on n'imagine même pas? Eh bien, c'est précisément ça, le cœur de l'économie. Et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Mais pas de panique, on va laisser de côté les graphiques compliqués pour se concentrer sur l'essentiel, sur les grandes idées qui façonnent notre quotidien. Allez, on y va. Commençons par cette question qui a l'air toute simple, presque une question d'enfant, mais qui est en réalité la clé de tout. Pourquoi, malgré nos désirs, nos rêves, que ce soit la dernière console, un voyage au bout du monde, peu importe, pourquoi ne peut-on pas tout avoir? Eh bien la réponse, aussi simple soit-elle, est le point de départ de toute la science économique. Et cette fameuse réponse, elle tient en un seul mot, la rareté. Voilà, c'est le concept central. Pour que ce soit bien clair, imaginez un instant. Nos désirs, c'est comme un océan, c'est infini. Et à côté, nos ressources, notre temps, notre argent, les matières premières de la planète, eh bien, c'est un simple verre d'eau. L'économie, au fond, c'est l'étude de comment on se débrouille avec ce petit verre d'eau pour étancher une soif infinie. C'est ce décalage, ce gouffre entre les deux qui nous oblige sans arrêt à faire des choix. Et ce face-à-face, il est vraiment au cœur de tout. D'un côté, il y a nos besoins. Les besoins primaires, bien sûr, ceux qui sont vitaux, comme manger ou dormir, et puis les besoins secondaires, tout ce qui améliore notre confort. Et le truc avec ces besoins, c'est qu'ils n'ont pas de limite. De l'autre côté, on a les ressources pour les satisfaire, les biens matériels, les objets et les services immatériels. Et ces ressources, elles, sont terriblement limitées. C'est ce conflit permanent qui définit le terrain de jeu de l'économie. Bon, d'accord, on a ce problème de rareté. Mais alors, qui décide ? Qui sont les joueurs dans cette grande partie? Ce sont ceux qu'on appelle les agents économiques. Allons voir ça de plus près. En réalité, ces décideurs, eh bien, c'est tout le monde. C'est nous. On peut juste se regrouper en grandes catégories pour y voir plus clair. Il y a les ménages, comme vous et moi, dont le rôle principal est de consommer. Il y a les entreprises qui produisent, les banques qui sont là pour financer l'ensemble, pour huiler les rouages, l'État qui fournit les services publics comme les routes ou les écoles, et bien sûr les associations et le reste du monde avec qui on échange en permanence. Chacun a son rôle, mais tous sont face au même défi, faire des choix. Donc, si on résume, on ne peut pas tout avoir et on est tous des décideurs. La conclusion est assez simple en fait. L'économie, c'est fondamentalement la science du choix. Chaque décision que l'on prend est ce que les économistes appellent un arbitrage. Ce mot est vraiment essentiel. En gros, choisir une chose, c'est forcément renoncer à une autre. Choisir de s'offrir ce nouveau téléphone, c'est peut-être renoncer à ce week-end entre amis. Décider de faire des heures supplémentaires, c'est renoncer à du temps libre. La règle est implacable. On ne peut pas tout faire. Chaque décision implique de peser le pour et le contre. Et cet arbitrage a un coût. Un coût qui n'est pas toujours écrit sur une étiquette. C'est le fameux coût d'opportunité. Autrement dit, c'est la valeur de la meilleure chose à laquelle on a renoncé. L'exemple classique, c'est celui des études supérieures. Le coût, ce n'est pas seulement les frais d'inscription. Non, c'est aussi tout le salaire qu'on aurait pu gagner en allant travailler pendant toutes ces années. C'est ça, le véritable prix, souvent invisible, de chacune de nos décisions. Alors, comment est-ce qu'on prend ces décisions? Le modèle de base en économie suppose que nous sommes des agents rationnels. Bon, on sait tous que dans la vraie vie, c'est plus compliqué. On est aussi guidé par nos émotions, nos habitudes. Mais l'idée générale, c'est que, plus ou moins consciemment, on suit une sorte de processus logique. On compare les coûts et les avantages, on met de l'ordre dans nos préférences, on identifie nos contraintes, comme le budget ou le temps, et à la fin, on choisit l'option qui semble nous apporter le plus de satisfaction. Et justement, cette satisfaction, en économie, ça porte un nom un peu technique. L'utilité. C'est tout simplement une façon de mesurer le bien-être. Quand on fait un choix, on cherche donc à maximiser cette fameuse utilité. C'est un peu le but du jeu. Et là, on touche à un concept qui peut paraître compliqué, mais qui est en fait hyper intuitif. La loi de l'utilité marginale décroissante. Oubliez le nom et pensez juste à une part de gâteau quand on a très faim. La première bouchée, c'est le bonheur absolu. La deuxième est très bonne, mais l'effet waouh est déjà un peu moins fort. À la troisième, on commence à caler. La satisfaction que nous apporte chaque part supplémentaire diminue. Voilà, c'est ça l'utilité marginale, le plaisir qu'on tire de la dernière unité consommée. Ce qui est intéressant, c'est que cette logique s'applique à tout le monde, mais avec des objectifs différents. Le consommateur, on vient de le voir, cherche à maximiser sa satisfaction, son utilité avec le budget qu'il a. Le producteur, lui, son objectif, c'est de maximiser son profit. Son calcul, c'est de se demander en permanence: est-ce que produire et vendre un produit de plus va me coûter plus cher que ce qu'il va me rapporter? C'est ce calcul constant qui guide ses décisions. Parfait. Jusqu'ici, on a parlé des décisions individuelles.
Maintenant, il est temps de prendre un peu de hauteur, de dézoomer. Parce que toutes ces décisions ne se font pas dans le vide. Elles sont toutes connectées entre elles et elles forment ce qu'on appelle le grand circuit des échanges. Le moteur de tout ça, c'est la spécialisation. Imaginez si on devait tous faire notre propre pain, réparer notre voiture et construire notre maison, ce serait un vrai bazar et on serait très peu efficace. Il est bien plus intelligent que le boulanger se concentre sur le pain et que le mécanicien se concentre sur les voitures. Mais cette spécialisation, qui nous rend plus productifs, elle a une conséquence directe. Elle nous oblige à échanger les uns avec les autres. Et chaque échange, même le plus simple, fonctionne toujours dans les deux sens. Quand on achète une baguette, il y a un flux qu'on appelle réel, le pain va du boulanger à nous, et en même temps, dans l'autre sens, il y a un flux monétaire. Nos pièces de monnaie vont de notre poche à sa caisse. Un bien contre de l'argent. C'est la base de tout. C'est là qu'on comprend à quel point la monnaie est une invention incroyable. Elle a 3 fonctions essentielles. D'abord, c'est un instrument d'échange. C'est quand même plus simple que de troquer des chèvres contre du blé. Ensuite, c'est une réserve de valeur. On peut la garder pour acheter quelque chose plus tard. Et enfin, c'est un instrument de mesure de la valeur. Tout est évalué en euros, ce qui permet de tout comparer. Sans ces 3 fonctions, nos économies complexes s'effondreraient. Alors maintenant, si on imagine tous ces milliards de flux réels et monétaires qui circulent chaque seconde entre les ménages, les entreprises, l'État, eh bien, on obtient l'image d'ensemble, le circuit économique. C'est un peu comme le système sanguin de notre société. Ça montre comment la valeur circule. Voilà, on a vu les pièces du puzzle. La rareté, les agents, les choix, les échanges. Il est temps d'assembler tout ça pour avoir le portrait final de ce qui est vraiment l'économie. Finalement, tout peut se résumer dans cette simple définition. Relisons-la ensemble parce que maintenant, chaque mot a un sens. L'économie étudie la manière dont les agents vont arbitrer entre des ressources rares pour satisfaire leurs besoins. Les agents, l'arbitrage, la rareté. Tout ce qu'on a vu est là, c'est ça le cœur de l'économie. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. L'économie, ce n'est pas d'abord une histoire de chiffres ou de marché financier. C'est avant tout une science humaine. C'est l'étude de nos comportements, de nos décisions, de la manière dont on gère collectivement le fait qu'on ne peut pas tout avoir. Et j'aimerais vous laisser avec cette dernière pensée. Chaque café acheté, chaque heure de travail, ce sont des millions de choix économiques individuels. Comment est-ce que l'addition de toutes ces décisions, en apparence minuscules, finit par façonner nos sociétés, par provoquer des crises ou par générer des innovations incroyables ? C'est peut-être ça, la grande question à laquelle l'économie tente, encore et toujours, de répondre. Merci beaucoup pour votre attention.